Bookmakers. Les écrivains au travail. Par Richard Guettet. Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète, venue du noir. Pierre Soulages. Je travaille avec les mots et avec le silence, les non-dits. Je travaille avec la honte, les secrets, les regrets. Dit le personnage de Jérôme dans Les Gratitudes, le dernier roman en date de Delphine de Vigan, publié en 2019 aux éditions J.C. Lattès. Elle a reconnu que ces phrases possèdent une part d'autobiographie involontaire, porte d'entrée d'une œuvre tissée d'âmes cabossées, de souvenirs enfouis et de sentiments à vif, qui démarre avec le douloureux Jour sans fin, inspiré de sa terrible expérience de l'anorexie, qu'elle publie sous pseudonyme à 35 ans en 2001, alors qu'elle est encore directrice d'études dans un institut de sondage. Pour ce nouveau numéro de Bookmakers, penchons-nous sur les secrets de fabrication de cette héritière des rigueurs d'Annie Ernaux et de James Salter, entre introspection ciselée et drames existentiels. Ces romans sont longtemps nés la nuit, quand les enfants sont couchés, quand plus rien ne s'y oppose. Les Jolis Garçons, puis Un soir de décembre, sorti la même année en 2005, narrent tous deux les désordres amoureux de cadres urbains bon chic, bon genre. Le succès surgit par surprise 2 ans plus tard via Nos et moi, belle histoire d'amitié entre une ado surdouée et une clocharde de 18 ans qui s'écoule à 100 000 exemplaires, reçoit le prix des libraires avant de connaître une trentaine de traductions et une adaptation à l'écran par Zabou Bretman, l'emportant à long terme sur les cimes du million d'exemplaires vendus puisque nos enfants l'étudient désormais à l'école. Son sens de l'observation sociale s'épaissit dans Les Heures souterraines, en 2009, roman tendu du burn-out, du harcèlement moral et des solitudes qui se croisent sans jamais se rencontrer, lui valant sa première nomination pour le Goncourt. Puis c'est en 2011, avec Rien ne s'oppose à la nuit, roman portrait sur l'origine de la souffrance de sa mère bipolaire, écrit dans l'état de choc imposé par le suicide de celle-ci, que Delphine de Vigan s'impose en librairie. Également nommé pour le Goncourt, l'ouvrage remporte le prix du roman Fnac, celui des lectrices du magazine Elle, et lui ouvre la voie d'une littérature à la fois populaire et exigeante, touchant au cœur à nouveau 1 million de personnes par sa vulnérabilité à ciel ouvert et l'extrême délicatesse de cette enquête familiale. Le triomphe du livre suivant, Vraie-fausse autofiction pour se jouer du lecteur, paru sous le titre ironique D'après une histoire vraie, 750 000 exemplaires vendus, prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2015, adapté au cinéma par Polanski, consolide pour de bon l'aura de ces récits tourmentés. Mais d'où vient cette grande blonde à bottines, littérairement parlant ? Quels furent ses premiers contacts avec l'acte d'écrire ? Est-il vrai que ce podcast contient un bref extrait de son premier roman jamais publié ? Ce sont quelques-uns des attraits du début de cette conversation avec Delphine de Vigan, qui ouvrit un jour l'un de ses romans avec ce fragment de Roland Barthes. Savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas. C'est le commencement de l'écriture. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Richard. Vous avez commencé à écrire à 12 ans, un journal intime que vous avez tenu, et ce n'est pas banal, jusqu'à vos 29 ans, jusqu'à la naissance de votre fille. Ce journal vous servait, je cite, à mieux vous connaître, à vous construire, à faire face à ce qui se passait autour de vous. Il n'était lu que par vous. Mais d'où vous est venue cette envie, cette idée de tenir un journal ?
Le tout début de ce journal intime était adressé à une amie imaginaire qui s'appelait Julia. Et donc, il commence comme ça, « Chère Julia ». Je lui raconte quelque chose qui s'est passé avec ma mère, une dispute, un moment d'incompréhension avec ma mère. Donc, il ressemble probablement au journal intime de milliers, si ce n'est de millions d'adolescentes. Le contenu, d'abord très auto-centré, est devenu plus ouvert. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez testé à travers 17 ans d'écriture de soi? En fait, au départ, effectivement, c'était une manière de raconter ce qui se passait, ce que je vivais au sein de ma famille, etc. Je pense qu'au-delà de l'épanchement adolescent que j'évoquais à l'instant, il y avait probablement quand même la nécessité que j'ai pu comprendre a posteriori, de fixer les choses, de fixer une réalité qui n'était pas si simple. J'ai vécu avec des parents qui avaient un rapport à la réalité assez complexe pour des raisons différentes. Ma mère, pour les raisons qu'on sait et que j'ai évoquées dans Rien ne s'oppose à la nuit. Donc, je pense que c'était une manière de fixer quelque chose, comme si j'avais besoin, au fond, qu'il y ait une vérité écrite, comme si raconter ce qui se passait, c'était une manière d'avoir la certitude que ça avait existé. En ça m'a permis de me construire probablement, de créer une sorte de socle qui était finalement une manière de me raconter mon histoire, de me raconter ce que je vivais, de me raconter ma famille, avec peut-être l'intuition que ce matériau, il me serait précieux pour tenir debout. Donc oui, c'était bien sûr une écriture qui était assez auto-centrée, en tout cas qui était centrée sur la cellule familiale. Mais petit à petit, oui, je me suis mise à raconter des conversations avec des amis, à parler de leur histoire à eux ou à elles, et peu à peu à raconter aussi à évoquer des films que j'avais vus, des livres que j'avais lus. De plus en plus, il est constitué aussi d'émotions artistiques. Il y a de plus en plus d'interrogations sur la manière dont je me vois évoluer dans le monde, mais c'est-à-dire ce qui m'intéresse, ce qui va me passionner. Donc voilà, en ça, il s'ouvre vers l'extérieur. Vous voyez, au fil de ces 17 ans, des variations stylistiques? Alors, il n'a aucun style. C'est vraiment une écriture qui est très brute. Donc, de temps en temps, il m'est arrivé d'y trouver des jolies choses, des expressions qui, a posteriori, m'ont émue, m'ont touchée, ou que j'ai trouvées intéressantes, pertinentes. Mais il n'est vraiment écrit pour être surtout lu par personne, en fait. Vous avez prévenu, je crois, 1000 fois votre entourage que s'il vous arrivait un accident d'avion, il ne fallait surtout pas publier ces textes, justement parce qu'ils n'ont aucune dimension littéraire. Oui, pour moi, je serais absolument horrifiée qu'un seul paragraphes de ce journal intime sortent de la boîte dans laquelle ils sont enfermés, en fait. J'arrive pas à les jeter parce que c'est ma mémoire, en fait, parce que je me suis rendu compte en vieillissant à quel point finalement la mémoire opère un tri, à quel point un certain nombre de choses disparaissent dans les tiroirs, dans les je sais pas quoi, dans les souterrains, dans les caves de l'oubli, heureusement probablement. Mais en même temps, j'ai aussi souvent eu l'intuition que ce qu'on avait oublié, enfin en tout cas pour ma part ce que j'avais oublié, était partie intégrante de moi et pouvait expliquer aussi un certain nombre de choses, pouvait m'aider en tant qu'adulte, puis en tant que mère, puis en vieillissant à comprendre un certain nombre de choses. Donc c'est une mémoire à laquelle je tiens malgré tout, dont il m'est impossible pour l'instant de me débarrasser. C'est-à-dire que peut-être que dans l'acte de jeter ça, il y a quelque chose qui me paraît trop violent, même si je n'y reviens pas tous les 4 matins, hein, loin s'en faut. Et je l'ai fait 2 fois, et je l'ai fait 2 fois dans les 30 dernières années. Mais voilà, je ne peux pas le jeter, et en même temps, j'espère, si je meurs subitement, que je n'ai pas le temps de m'en débarrasser moi-même, non seulement qu'il ne sera pas publié, mais que ça ne sera pas lu, en fait. J'espère que mes enfants sauront prendre cette boîte et la foutre à la poubelle. Quand vous cessez ce journal, vous démarrez une histoire avec cette fois l'envie d'être publié. Vous avez écrit un roman humoristique qui a été refusé. Quel en était le sujet? Quels en étaient les défauts qui justifiaient, selon vous, ces refus? C'était l'histoire d'un type totalement misanthrope,
tout à fait obsessionnel, qui d'ailleurs souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, donc un type vraiment très très solitaire, très retiré, très maniaque, dont la vie obéissait à des rituels infinis et répétés, qui travaillait rue des Morillons aux objets trouvés. Donc à l'époque, en plus, les objets trouvés n'étaient pas informatisés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ça, mais c'était totalement fascinant parce que c'était des espèces d'immenses tiroirs ou armoires en bois avec des milliards de petites fiches sur lesquelles étaient répertoriés les parapluies, les trucs... bon. Et voilà, et ce misanthrope rencontré un jour tombait fou amoureux d'une femme venue chercher un Paris-Brest qu'elle avait oublié dans le train, un gâteau. Okay. Il me semble que c'était ça. Et une Anglaise, donc qui parlait français, un français tout à fait correct, mais avec un très fort accent anglais. I'm looking for a Paris-Brest. Voilà, I'm looking for my Paris-Brest que j'ai perdu. Et donc, voilà, il tombait fou amoureux, il démarrait une relation avec elle, et en fait, toute sa vie, je n'en dis pas plus au cas où il me viendrait l'idée de retravailler ce roman. Toute sa vie était totalement perturbée par l'arrivée de cette femme qui, en fait, pouvait s'apparenter, mais ça n'avait rien de fantastique, à une fée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle entrait dans sa vie disjonctait au sens propre et au sens figuré. Et en réalité, il semblait que cette femme avait quand même des pouvoirs très étranges. Donc ensuite, la question était de savoir si elle souffrait de troubles psychiatriques. Elle-même, j'ai envie de dire, parce que lui, au fond, n'en était pas très loin, ou si elle possédait réellement des pouvoirs magiques. Voilà. Et oui, il faut remplir une petite fiche rose, madame. Après, on pourra vous dire si on a retrouvé votre sac à main. Si, madame, c'est écrit là, en toutes lettres, sur la petite pancarte. C'est comme ça. Ensuite, vous faites la queue, comme tout le monde, dans l'allée centrale. À chaque fois, le même discours. Sans s'énerver, avec toute cette agressivité contenue, ligotée dans le ton liquoreux, ostensiblement cordial. Je détache les syllabes et fais claquer les P, la petite pancarte. Furieux, il souffle par le nez, soupire bruyamment, lève les yeux au ciel, mais après toute cette série de manifestations exaspérées, il capitule. Ils s'asseyent à contre-cœur pour remplir leur fiche rose, un bout de fesse seulement, puis se rangent les uns derrière les autres en laissant échapper un dernier gémissement désarmé. Au début, ça m'amusait, moi, le type paumé s'il en est, employé aux objets trouvés. C'était comme une figure de style. Quels étaient les défauts du livre ? Alors, c'est un texte que j'avais écrit en 3 semaines, je travaillais donc encore en entreprise, et donc j'avais un jour où je pouvais un peu plus facilement trouver le temps d'écrire. Je pense qu'il n'était pas... Moi, j'aime beaucoup l'histoire encore maintenant. Hein. Si là, au moment où je vous la raconte, je l'ai jamais racontée, je crois. Donc, je me dis, tiens, c'est pas si mal. Mais il n'était pas suffisamment abouti. Voilà, je pense qu'il y avait peut-être un point de départ, il y avait peut-être quelque chose. Finalement, en vous en parlant d'ailleurs, je me dis, il y avait quand même des thèmes qui sont devenus finalement assez récurrents dans mon travail. Mais voilà, non, je pense que tout simplement, il n'était pas assez abouti. Ce roman vous vaut néanmoins les encouragements de plusieurs directeurs littéraires, dont celui de Grasset, qui publiera votre premier roman, Jour sans fin, F-A-I-M, en 2001, inspiré de votre expérience de jeune femme anorexique, de cette forme de destruction, de défonce aussi, comme vous l'écrivez en ouverture, quand, à 19 ans, vous pesez 37 kilos pour 1m75, dans un état de dénutrition proche du coma, après une année scolaire à cesser de vous alimenter. Je vais m'attarder un peu sur ce livre bref et je dois dire tout à fait bouleversant, qui est à la croisée du roman, de l'autobiographie et du documentaire. Pour l'écrire, vous vous êtes justement replongé dans ces journaux intimes pour y retrouver des détails physiques, physiologiques, c'est ça ? C'est un livre, en effet, que j'ai écrit très longtemps après que cette histoire
M'est arrivé, donc, en fait, quand j'ai envoyé ce premier roman humoristique par la poste à des éditeurs, effectivement, Yves Berger m'avait encouragé dans mon travail, ce directeur littéraire de Grasset à l'époque. Mais j'avais eu une autre directrice littéraire à l'époque au téléphone qui m'avait dit « N'essayez pas de retravailler le premier jet de ce premier roman, parce que c'est très difficile, partez sur autre chose ». Le soir même, en fait, j'ai commencé à écrire Jour sans fin, qui était sans doute le livre que je portais en réalité depuis des années et qui probablement devait, par la force des choses, être mon premier roman. Mais je crois que j'avais essayé de le contourner en écrivant cette fiction humoristique. C'est comme si le livre était prêt d'une certaine manière, qu'il manquait juste l'étincelle pour allumer le désir de l'écrire et trouver l'énergie pour se mettre à sa table tous les jours ou presque en fait. C'était 15 ans après, quasiment, je pense. Donc, à la fois, si vous voulez, le souvenir de ces mois passés à l'hôpital, le personnage... Laure ne passe 3 mois à l'hôpital, pour ma part, j'en avais passé 7. Ce souvenir était encore très, très présent, parce qu'au fond, cette expérience, sa violence, son âpreté, au moment de l'entrée dans l'âge adulte, a vraiment fait partie de ma construction. Et encore aujourd'hui, je sais à quel point ça fait partie de ce que je suis. Pas tant la maladie, d'ailleurs, elle-même, que la guérison, que le fait d'en sortir, de ce que ça suppose, de s'extraire de ce truc-là. Et en même temps, le temps était passé, donc effectivement, il y avait, là aussi, on y revient, un certain nombre de choses que j'avais oubliées. Et puis surtout, je voulais, au fond, ce qui explique aussi que j'ai eu recours à la 3e personne pour écrire ce livre, je voulais donner un caractère plus universel à ce roman que ma propre histoire. Donc, l'écrire à la 3e personne, à travers ce personnage de Laure, qui est une sorte de double de moi-même, ça me permettait de dire un certain nombre de choses, de décrire de la manière la plus précise possible la maladie, parce que je voulais raconter ce que c'est que physiquement peser 35 kilos, ce que ça veut dire dans le corps. Sentir la mort s'introduire peu à peu, effectivement, à l'intérieur de soi. Le froid, qui est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai renoncé. Enfin, à un moment donné, j'ai craqué. Parce que vous aviez trop froid. Oui, trop froid. C'est-à-dire que, oui, puis voilà, au bout d'un moment, de toute façon, il est vraiment question de vie ou de mort, ça, c'est certain. Enfin, l'hôpital vous le confirme. Et donc, voilà, je voulais raconter cette expérience physique parce que, bien sûr, que l'anorexie est mentale, mais... le théâtre de cette maladie, c'est quand même le corps. À la fois, d'ailleurs, il y a probablement une tentative dans le symptôme de se débarrasser du corps ou de passer outre. Et en même temps, c'est complètement raté parce que le corps devient très vite omniprésent par sa souffrance. Et donc, voilà, je voulais raconter ça. Donc, pour ce faire, j'ai éprouvé le besoin d'entendre d'autres témoignages, d'en lire, de me redocumenter pour que cette histoire ne soit pas seulement la mienne, en fait. Ce livre, vous l'avez publié sous le pseudonyme de Lou Delvig. Pourquoi ? Je travaillais en entreprise et j'avais envie de distinguer un petit peu à ce moment-là l'écriture de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que les gens avec lesquels je travaillais étaient loin d'imaginer que quelque chose comme ça m'était arrivé. Donc c'était une manière de mettre un peu ça à distance. Et puis surtout... publier ce livre avec mon nom, c'était publier le livre avec le nom de mon père, puisque je porte le nom de mon père, voilà. C'était prendre le risque de le heurter et de le mettre en colère, plus encore qu'il ne l'a été en publiant le roman sous un autre nom. C'est-à-dire que, bien sûr que lui, il allait reconnaître que c'était moi. Et bien sûr que les gens qui me connaissaient allaient le reconnaître, y compris d'ailleurs mes collègues de travail. Mais ça voulait dire que lui ne pouvait pas forcément être identifié comme étant le père de la personne qui a écrit ça. Son père est passé la voir à l'hôpital pour lui offrir un mélange télé de chez Balsen. Amandes, raisins secs, noisettes, cacahuètes, serrés dans un petit paquet doré. Elle écrit ça après son départ. Il m'a apporté des cacahuètes. Mais sur le papier, la phrase est indécente, tellement énorme qu'elle a peine à y croire. Un jour, il l'avait appelé, plusieurs semaines avant son hospitalisation, pour lui expliquer que ce n'était plus possible, qu'il ne pouvait plus, parce qu'il avait l'impression de voir les Éthiopiens à la télé. Il manque plus que les mouches. Il était fatigué, miné, tu comprends, à bout de force. Toute cette souffrance que les enfants vous infligent,
L'anorexie mentale révèle un problème relationnel avec la mère, une inversion des rôles. On lit ça dans tous les magazines féminins, tu comprends ? Avec la mère. Alors à quoi bon s'infliger un tel spectacle ? Mais il n'a pas pu résister. Il est venu voir le fauve en cage, ça valait quand même le détour. Les gémissements d'une vieille ont eu raison de sa bravoure. Au 12e, il n'y a pas que des squelettes indomptables et des baleines affamées, il y a des vieux qui meurent aussi. On sait plus très bien où les mettre, tu sais. Tu t'en vas déjà ? Après son départ, elle écrit sa révolte en quelques mots, à toute vitesse, sur le cahier. Oui, elle avait les yeux démesurément agrandis, cerclés de noir, les bras comme des allumettes, la peau tirée à ne plus pouvoir sourire. Oui, c'est vrai. Elle n'entendait plus et pouvait à peine parler. Elle titubait, s'étalait dans la rue, elle ne pouvait même plus plier les jambes. Oui, elle pelait de froid, en crevait et perdait ses cheveux par poignées. Oui, c'était du gâchis, un vrai gâchis, comme on dirait donner de la confiture au cochon. Oui, mais elle était sa fille. Et à ce moment-là, je pensais que peut-être ça lui rendrait le livre plus supportable, ce qui a sans doute été le cas. Et puis plus tard, j'ai eu envie d'assumer et voilà. Il est ressorti en poche en 2008 sous mon nom. Ouais. Parmi vos premières lectures importantes, il y a Le Dernier des Mohicans, cette tragédie amérindienne de James Fenimore Cooper, qui vous laisse en larmes dans un train à 10 ou 11 ans. Vous lisez aussi beaucoup de BD, Lucky Luke, Astérix, Gaston Lagaffe, Philémon. Vous vivez vos vacances au fil des enquêtes d'Hercule Poirot, vous empruntez tous les romans de Dostoïevski ou de Gogol au CDI. C'est un moyen d'évasion parce que vous n'avez pas la télé à la maison. Il y aura ensuite Camus, Italo Calvino, Le Roi des Aulnes de Michel Tournier qui vous émerveille par cette langue incroyable, puis Des étrangers, les grands espaces du roman d'Alva de Jim Harrison, Robert Musil, Peter Handke. Et c'est un professeur de lettres, un passionné qui savait rendre accessible des auteurs très classiques, qui vous a vraiment donné le goût de la littérature. Il avait, paraît-il, une fantaisie très séduisante. C'est Monsieur de Rivry, vous êtes bien renseigné. Et à l'âge de 13 ans, je suis partie vivre en Normandie. C'était le lycée de l'Aigle, qui est une ville de l'Orne. Et alors, avant de partir là-bas, j'étais un peu sur la mauvaise pente, si je puis dire. C'est-à-dire que scolairement parlant, ça ne se passait pas très bien pour différentes raisons. Et une fois arrivée en Normandie, il n'y avait plus le café, il n'y avait plus matière à sécher les cours comme je commençais à le faire très sérieusement à Paris. Le lycée était un petit peu en dehors de la ville et à part une boulangerie à 400 mètres, il n'y avait pas grand-chose. Et puis surtout, j'ai eu des très bons profs dans ce lycée, dont ce fameux Monsieur de Rivry. Et donc, tout d'un coup, je me suis intéressée, en fait, vraiment intéressée à ce qui se disait en classe. Et lui, oui, il nous a fait, bien sûr, découvrir les auteurs classiques. C'était assez drôle parce qu'on utilisait à l'époque le Lagarde et Michard, qu'il appelait Lagarde et la Miche. Et lui-même était vraiment passionné par Flaubert, Maupassant. Donc, voilà, nous a transmis aussi cette passion. Votre mère, Lucille, était une grande lectrice, de poésie comme de littérature contemporaine. Elle vous a fait découvrir de nombreux auteurs, elle aussi. Lesquels, parmi ceux-là, ont eu et ont peut-être encore de l'effet sur votre écriture ? Les romans de Patrick Modiano, par exemple ? Je sais que vous avez récupéré son exemplaire de livret de famille. Oui, c'est vrai. Abîmé. Ouais. Oui. Alors, ma mère était vraiment une grande admiratrice de Patrick Modiano, de Annie Ernaux aussi, de Beckett, de Bataille. Voilà, ce sont des auteurs que j'ai découverts par elle, probablement. Ils ont vraiment fait partie de ma construction intellectuelle et artistique, d'une certaine manière. De là à vraiment cerner leur influence, je ne saurais pas dire. Aujourd'hui, quand je pense à Modiano, c'est vraiment... Il me touche parce qu'il m'a été transmis par ma mère. C'est comme un petit paquet, un magnifique paquet, on va dire, que ma mère m'a laissé, en fait. Est-ce que je peux vous demander de lire, Delphine Vigan, de lire et de commenter la citation du peintre français Pierre Soulages, connu pour ses innombrables variations autour de la couleur noire, citation qui ouvre votre roman « Rien ne s'oppose à la nuit ». Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste,
sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète, venue du noir. Pierre Soulages. J'ai commencé à penser très sérieusement à écrire ce livre après l'écriture du roman précédent qui s'appelle Les Heures souterraines. Et dans cette période où je tournais autour de la nécessité d'écrire ce livre, le refus d'écrire ce livre et que je n'arrivais pas à me dépêtrer de cette situation, j'avais été interviewée à France Inter à propos des Heures souterraines. Après cet entretien, le présentateur, Emmanuel Kéran, m'a proposé de rester pour l'interview suivante, car il avait la chance, parce qu'à l'époque, il était vraiment assez rare, d'interviewer Pierre Soulages. J'ai été complètement fascinée et peu de temps après, je me suis précipitée pour voir l'exposition qui était à Beaubourg, dont il était venu parler, avec ma fille. Et c'était aussi pour moi aller au-delà de cet a priori que du noir, c'est du noir. C'est-à-dire quand on m'expliquait Pierre Soulages, pour moi, c'était un peu cette ironie d'ailleurs un peu stupide qu'on peut avoir par rapport à l'art contemporain en se disant oui, le type il fait du noir et puis bon. Et en fait je suis allée voir l'exposition et j'ai rarement été à ce point bouleversée par de la peinture et il y avait vraiment quelque chose qui m'a complètement saisie. J'ai acheté un livre d'entretien dans lequel j'ai trouvé cette citation et à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est ça mon projet. Je ne vais pas pouvoir faire l'impasse, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que je mette les mains dans l'obscur, dans l'obscurité, mais peut-être que de ce matériau surgira de la lumière. En fait, du noir, il peut donc surgir de la lumière, voilà. À suivre sur arteradio.com.